Alors, on continue dans les interviews. On n'a pas arrêté, n'est-ce pas, monsieur Hervé Boom? On n'arrête pas, on Richard, n'arrête tu peux pas. prendre place, hein, y a Mais pas de c'est problème. bien, ça veut dire que les gens viennent nous parler, parce que nous sommes au cœur du réacteur. Hein. Nous sommes au milieu du Alors moi, ce qui me rend heureux, salon, donc c'est ça qui est intéressant. moi, Nous ce ne qui sommes me pas rend- cachés, Nordine. Ouais, oui, oui. Moi, ce qui me rend heureux, c'est que, comme disait tout à l'heure Richard, c'est que voilà, on découvre plein de choses grâce à la radio, et ça fait vraiment. Voilà, et on devrait écouter plus souvent la radio. Exactement, exactement. Je rêve d'en faire encore un petit peu plus, Voilà. même, pour Ouais. apprendre encore plus de choses. C'est Donc vrai là, qu'on s'enrichit beaucoup. on reçoit Jean-Michel Davot, ingénieur au service d'une entrepreneuse qui est à côté de moi. C'est elle, là. Absolument, c'est oui, Julia Bizarre, je- absolument. Je lui ai demandé. Qui nous filme, hein. Ouais, qui nous filme. Oh là, c'est incroyable. Je lui ai demandé de prendre le micro, mais elle m'a dit non, bah, c'est pas grave, on va continuer avec monsieur Ah, Davot. je suis à son service. Hein. Voilà, donc monsieur Davot qui est sur ce salon pour vulgariser, vous m'avez dit, l'épigénétique que je ne connaissais pas du tout, vous m'avez expliqué. Maintenant, il va falloir l'expliquer aux auditeurs. C'est-à-dire la science au service du corps humain. Ça en dit non. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous sommes tous uniques, là, chacun, auditeur, unique dans notre ADN, dans l'univers. Maintenant, chacun d'entre nous, la façon dont notre corps va s'exprimer, c'est-à-dire répondre au stress, par exemple, de la pollution, au stress de l'environnement, au stress des fumées, par exemple, des fumeurs, par exemple, mais sans les pointer du Ah, vous regard, parlez de moi, là. simplement, bien sûr, sur le fait factuel d'amener de la pollution. Vous comprenez, il faut bien sûr rester avec beaucoup d'humour. Eh bien ça, c'est notre corps, il doit se protéger et le corps va avoir des stratégies pour réduire ce stress, cette oxydation, ces radicaux libres qui sont produits. Et vous allez me dire, mais comment? Eh bien, c'est les choses que l'on met dans notre corps. Comme vous mettez dans votre véhicule, voiture, soit du gasoil, vous mettez un carburant, ben là, la même idée, c'est vous donner des bonnes choses, des nutriments qui vont aller lutter, annihiler ces radicaux libres, ces molécules instables qui ont été produites par ces polluants. Et donc, finalement, l'image, elle est celle d'un orchestre qui est celui de notre corps, qui est magnifique, une création extraordinaire, avec des instruments qui peuvent un peu moins bien fonctionner et grâce à ce qu'on a mis dans notre corps, vont mieux s'exprimer. Par exemple, il me posait la question tout à l'heure sur un exemple. Eh bien, la façon dont on va brûler nos graisses, par exemple. Eh bien, si ces fonctions fonctionnent bien, naturellement, le corps va mieux faire brûler ces graisses par nos mitochondries de nos muscles, par exemple. L'envie du sucre, par exemple, la stabilisation du sucre. Ce sont un ensemble de gènes qui permettent de mieux, finalement, gérer la fonction de l'envie de sucre, par exemple. Avez-vous des questions? Parce que là, je parle un peu sans filet, donc je suis aussi là pour répondre à vos questions. Non, on vous écoute parce que c'est très intéressant sur ce que vous dites. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout, c'est pour ça que je ne vous ai pas coupé. D'accord. Quels sont, je voulais poser tout à l'heure la question, quels sont justement, cette science, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle apporte? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à un être humain, à âge égal, de fonctionner au mieux de ses capacités. Alors, il ne s'agit bien sûr pas ici d'avoir un surhomme ici présent ou une surfemme qui nous fait une vidéo. On ne modifie pas les gènes, on ne fait pas une nouvelle fonction ou quelque chose qui pourrait avoir des effets éthiques ou des effets qui peuvent poser des questions. Là, on est vraiment sur que le corps fonctionne au mieux de ce qu'il est capable de faire. Voilà. Alors, que propose justement votre entrepreneuse justement pour remédier à cela? Alors, l'entrepreneuse, donc Julia, travaille avec un laboratoire qu'on ne peut pas nommer ici à l'antenne, mais qui permet vraiment d'apporter des solutions très concrètes pour que le corps aille mieux. Je prends un exemple. À partir de 22-23 ans, notre corps ne sait plus très bien fixer le collagène. C'est cette glu, en gros, entre nos cellules qui fait que notre corps a une consistance, notre corps a plus ou moins de rides, notre corps a plus ou moins de bonnes articulations, plus ou bons cheveux, de plus ou moins bons ongles. Donc, si on peut fournir des peptides de collagène, par exemple, au corps, avec les bonnes clés pour les bonnes cellules,
et que l'on fait une petite stimulation au niveau par exemple du visage, eh bien les cellules du visage vont utiliser ces petits morceaux, ces peptides, pour produire du collagène vraiment, qui vont aller faire comme une sorte de micro-ciment sur le visage pour atténuer les rides et les ridules, par exemple. Donc sous forme de crème. Alors, si c'était une crème, elle ne rentrerait pas dans votre peau, parce que la molécule serait trop grosse en termes, si c'était du collagène. Pulvérisateur. Alors non, on le boit. Ah. On le boit, on boit, 2 grammes seulement suffisent, avec de Oh la là, lutéine. comment on fait pour boire 2 grammes? Oh là là. On mélange ça avec dans de l'eau, très simplement. D'accord. Dilué donc. Absolument, on met dans l'eau. On ne va pas transporter l'eau, ça serait dommage d'un point de vue de développement durable de transporter l'eau. On mélange et donc ça permet justement de donner des principes actifs pour que le corps par lui-même va produire le collagène à partir de ces petits morceaux, ces briques élémentaires. Par exemple, c'est un exemple. Après, on vient de sortir donc ce laboratoire donc, que je représente moi-même depuis 9 ans, a sorti un appareil qui est extraordinaire, qui permet de faire un massage par des micro-courants locaux. Et là, la particularité, c'est que tout ça va être fait automatiquement, simplement, avec des principes actifs qui vont être donnés à la peau, par exemple pour relaxer après un effort physique, qu'on ait moins de contraction, qu'on ait un mieux-être. Et bien là encore, on va agir sur comment le corps va recevoir ces éléments qui vont bloquer l'âge quelque part, age lock, qui bloque l'âge des gènes pour que finalement la fonction de récupération soit optimale. Alors, quelle est la gamme de produits en fait que vous proposez Ça va de, en fait, vous gérez tout le corps en fait, tout est. Alors, tout le corps, je pense que ça serait une forme d'arrogance, donc non. Une partie en tout cas. Alors, des éléments ciblés, par exemple, la protection de la lumière bleue derrière nos écrans, de la lumière bleue, on a une solution qui protège l'œil, le fond de l'œil plus exactement, et qui va faire que effectivement, on peut garantir, on peut dire qu'il y a une amélioration en prenant cette solution pendant 3 mois, effectivement d'avoir une protection la plus grande possible du fond de l'œil, par exemple. D'accord. C'est passionnant, n'est-ce pas, monsieur Hervé? Oui, c'est passionnant. Hein, passionnant. La science au service du corps, parce que bien souvent, la France est le pays qui apparemment consomme le plus de médicaments. Donc, on est les premiers au monde. Hein. Ouais. Voilà, et donc là, par exemple, on peut très bien vouloir... Il y a Richard qui s'en va, donc j'en profite pour lui dire au revoir. Tu es là demain ou pas, Richard? Est-ce que je viendrai demain ou pas? On va voir. D'accord. En tout cas, merci Richard. Merci Richard. Au revoir. Donc le stand que vous pouvez... on vous trouve où? Juste à côté, là. Alors, mis à part le stand, on vous trouve où? Sur Internet Alors effectivement, on peut suivre sur Instagram. Est-ce que tu peux écrire Oui, les sites, le numéro de téléphone. Elle va nous donner ça tout de suite. On donne tout. Voilà, Julia va nous écrire et épeler. Allez-y. Voilà. C'est en direct. Hein. Non, ton Instagram, ton compte Instagram. Voilà, on va noter le compte Instagram. Ça se fait en direct. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est la recommandation vraie et sincère. Mais il n'y a pas de boutique... Il y a des boutiques en ligne, si, bien sûr. Boutique en ligne, oui, on peut envoyer un lien personnalisé. Donc, l'idée, c'est de rapprocher l'être... La personne, elle a un besoin. Elle rencontre un humain, un vrai humain, qui l'écoute, qui lui pose des questions et qui va lui dire, écoutez, dans votre situation, c'est cette solution-là que je vous recommanderais. Et on peut avoir une particularité, c'est qu'il y a certaines solutions qu'on dit certifiées. Elles disent, voilà, vous les testez pendant 30, 60, 90 jours. Et si au bout des 90 jours, il y a un résultat, vous êtes content. Il n'y a pas de résultat, vous êtes remboursé. Donc, il y a une partie des solutions et l'autre... D'accord. Voilà. Et une autre, elle, Vous avez le numéro de téléphone aussi? Et voilà. l'autre, vous disiez? Et l'autre, on va dire simplement, il y a des allégations scientifiques. Dans ces conditions-là, vous l'utilisez, vous devrez avoir des résultats. Les résultats sont garantis? Alors, dans un cas, ils sont certifiés et garantis, oui. Vous avez des statistiques, des idées de... Alors, ou des chiffres à nous donner ou pas? Alors, il faut faire très attention aux chiffres que je peux donner, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à titre personnel, sur à peu près 6 ou 7 000 mesures de fait, le taux de retour et de satisfaction est vraiment très largement supérieur à 95%, en tout cas sur les mesures que j'ai pu faire
sur l'oxydation du corps humain par rapport à ces solutions sur 90 jours à 100 jours. Le retour. C'est bien. Voilà, on a de très bons sur 4 lignes de produits. On a ça, oui. Et par rapport au budget, ça coûte cher, Alors, c'est accessible le ou pas? prix, alors c'est intéressant. Non, parce mais c'est que normal qu'on en parle. Oui, mais Bah bien oui, sûr, bien bah oui. sûr. Le prix, c'est toujours une question. Qu'est-ce qu'il y a dans le prix? Si on a des principes actifs en très faible quantité, on peut baisser le prix. Si on n'a pas d'études cliniques, on peut baisser le prix puisqu'on n'a pas à financer la recherche qui permet d'avoir ces études cliniques. Si on va dans un environnement pollué et qu'on met des principes actifs qui peuvent être un peu pollués ou qui peuvent contenir des principes actifs pas bons pour l'expression de nos gènes ou de notre corps, et qu'il n'y a pas eu de dépollution quelque part, on va payer le moindre prix. Donc j'ai envie de répondre qu'il y a des choses qui sont vraiment abordables. 30, 40 euros, on a des éléments de début de réponse concrètes et qui vont durer un certain temps, suffisant en tout cas pour que la personne soit contente. Et puis il y a des solutions un peu plus onéreuses. Là on va être sur une centaine d'euros, mais avec une volonté d'avoir un résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, aussi d'avoir la simplicité de dire il n'y a pas eu les résultats mesurés scientifiquement, ou ce qu'on a dit n'a pas les résultats, vous êtes remboursé. Donc ça aussi, il faut l'intégrer dans une démarche de prix. Le prix, c'est quelque chose de très relatif et par rapport à quoi on situe son besoin. Et là, par exemple, on a des éléments qui sont au-dessus d'une certification. Par exemple, là, on parle d'un produit comme le collagène dont je vous parlais. On parle en particulier par million de sans gluten. On est 10 fois au-dessus de la norme européenne de sans gluten. On en parlait tout à l'heure du gluten. Voilà, donc on est sur du sans gluten. Pour ceux qui ont des problématiques de collagène, on leur garantit que même s'il y a marqué blé dans un élément de composition, on garantit qu'on est 10 fois en dessous de la norme du sans gluten aujourd'hui en Europe. Très bien. Et on a madame qui est venue nous rejoindre finalement. Oui. Ah, Julia, bravo. Ça va? Avancez un petit peu, je vais vous mettre un petit peu de volume. Oui, bonjour. Donc, je suis collègue et partenaire de Jean-Michel Davot qui vient de donner plein d'informations pertinentes et utiles pour il est ingénieur quand même. Ceux et celles qui souhaitent entretenir leur beauté, leur santé, leur forme. Et... En tout cas, je vois que ça fait effet sur vous. Oui, merci. J'adore les solutions, surtout les petits appareils de soins de beauté à domicile que je cumule avec les solutions internes telles que collagène et Beauty Body qui donnent plus de l'énergie, qui fabriquent du collagène, qui stimulent nos cellules à fabriquer eux-mêmes les collagènes. Et effectivement, ça donne effet sur la peau en termes de teint, en termes de diminution des ridules, en termes de l'apparence générale de la peau, en termes de diminution des taches, l'apparence générale de la peau et l'air plus sain. En gros, paraître plus jeune. Voilà, donc c'est bien de vieillir en beauté, bien sûr, doucement, et se sentir vraiment mieux et bien à l'intérieur et à l'extérieur. Alors moi j'ai une petite question, est-ce qu'on retrouve pas justement, là on parle de science, mais dans la nature, est-ce qu'il n'y a pas déjà ça, ce fameux collagène? Alors ce fameux collagène, effectivement c'est d'origine bovine, mais il est bien meilleur que, bon bien sûr, le mot collagène n'en surprend personne parce qu'effectivement il y a pas mal de collagène sur le marché, mais le nôtre est vraiment unique, donc c'est pas pour... Alors, c'est quoi qui le rend unique? Dites-moi tout. Donc, je vais vous dire, il y a 3 ingrédients principaux. Le premier, c'est hydrolysate de collagène. Ceci dit, il y a une force qui est égale peptide de collagène. Donc, ce n'est pas le collagène lui-même qui est absorbé et assimilé par notre corps. Ce sont les peptides. C'est les molécules beaucoup plus petites et plus assimilables par le corps. Tous les deux se composent des acides aminés. Et l'état d'être unique donc, consiste en les scientifiques de notre société ont élaboré les formules peptidiques spéciales, un empreinte spéciale unique, que ce soit les formules de bonne taille et qui sont assimilables jusqu'à 49% par notre corps, qui est énorme par rapport à la moyenne du marché. D'accord. Deuxième élément
principal, c'est l'extrait de lutéine, donc qui est antioxydant puissant, qui est bien pour les yeux, qui est bien pour la peau, qui stimule les cellules de produire le procollagène et l'élastine, qui protège de lumière bleue. C'est la lumière qui vient de nos écrans, de gadgets, et dont beaucoup de gens ignorent. Ouais, et ça fait pourtant, beaucoup c'est de dégâts. comme je dis, c'est le tueur Oui, lent exact. de C'est notre vrai. peau. C'est vrai. Et le troisième ingrédient principal, c'est l'extrait de l'huile de blé, ce qui fait partie de phytocéramides. Ceci dit, les céramides d'origine végétale, qui sont naturellement présentes dans notre corps. Alors, juste pour parler des lumières bleues, je ne sais pas si Hervé, tu as déjà eu la sensation, parce que moi ça m'arrive des fois de passer la journée entière sur un ordinateur, et je te jure que c'est vrai. Des fois je rentre à la maison, quand je rentre à la maison, je me regarde, j'ai l'impression d'avoir vieilli. Ah bah oui. Je t'assure, la Ah peau, on dirait que la peau, c'est... Alors la peau et le fond de l'œil, Ah ouais. surtout. Le fond de l'œil Ouais, a ouais. beaucoup fatigué. Ouais, ouais. Il faut savoir que durant la période du Covid, Exactement. il y a eu une explosion des problèmes oculaires, de fatigue oculaire très important. Et d'ailleurs, il y a plusieurs façons de le voir, de façon mécanique, en filtrage. Par exemple, moi je porte des lunettes avec un filtre spécial aussi. Mais ceux qui ne portent pas de lunettes, le fait de donner le bon carburant au corps avec les bons éléments protecteurs vont déjà lutter de l'intérieur naturellement par rapport à ce stress, cette oxydation qui vient de la lumière bleue des écrans. Mais les portables aussi, hein. Mais oui, mais alors et également ce Les qui est enfants qui important de bien aujourd'hui comprendre- sont sur Ah un oui, portable et tablette ouais. dès l'âge de 2 ans, moi je suis sûr que les 3 quarts ils portent des lunettes à 12 ans, hein, 10, C'est pas 12 ans. bien hein. du Oh, tout. même- Et pour même les avant, enfants, c'est un ordi. vraiment- Ah ouais. Et alors faut pas me confondre la couleur bleue de la lumière bleue. Hein. Non. C'est pas en changeant la couleur bleue en vert qu'on va réduire la longueur Il y a d'onde. sur les téléphones, on peut... Mais ça c'est du marketing. C'est du marketing, ouais. Donc c'est bien la longueur d'onde qu'il Ils faut vous diront enlever. pas que ça vous fait du mal. Oui. C'est la longueur d'onde qu'il faut enlever. Voilà. Donc bravo, c'est bien tout ça. Merci Et est-ce de que- donner la non, parole mais aussi. non, mais quand même. j'ai quand même une question. Est-ce que ça s'adresse particulièrement aux femmes ou les deux? Les deux. Ou Pour les vous trois dire, ou les en quatre? tant que femme, Je sais plus dire. en tant que femme, je dirais Ou les gens, plutôt. tous les genres, tous les genres. Bien sûr. Ça s'adresse à elles deux. Pourquoi? C'est pas encore une fois, c'est pas du marketing parce que c'est vrai que les femmes, elles sont plutôt intéressées par la beauté extérieure. Ouais, Voilà, moins de rides, moins le teint du visage, et moins paraître plus jeune. ouais. Les hommes sont plutôt intéressés par la santé intérieure. Ceci dit, par la légèreté des Oh, ça mouvements, commence à par changer. quelle Ça commence à façon. changer. Ça commence à changer. Voilà. Absolument, Oui. Je te Ça dis que commence c'est à pas bon, mais la changer. plupart quand même bien. Ouais, certes. on est en plein Ouais, dedans, ouais, ça ouais, commence ouais, vraiment à ouais, changer. ouais. Ouais. Et j'ai 55 balais Ah quand ouais, même. ouais. Donc, surtout pour les anciens sportifs qui ont abandonné le niveau, l'intensité d'entraînement, et après, effectivement, ça peut causer les conséquences néfastes. Et là, il faut vraiment consommer du collagène pour entretenir et avoir le bon niveau de collagène dans le corps. Bah, écoutez, Pour vous les parlez des mouvements. sportifs. Moi, j'ai rencontré un coach sportif qui était très renseigné, qui me disait que trop de sport tue le corps. Mais oui, parce que c'est l'oxydation. Pratiquement tous les grands sportifs, tous les sportifs de haut niveau ont de graves problèmes de santé, et il m'a dit surtout qu'ils avaient une espérance de vie moins longue que n'importe quel humain, nous, toi, moi, ouais, en faisant, moi je fais pas de sport par exemple. Bah, vaut mieux pas faire de sport que de faire trop de sport. Oui, parce que trop de sport, ça mène trop de déchets. à C'est pas gérer. naturel. Il m'a dit, enfin, il est rentré dans des trucs en disant que c'était pas naturel de courir. C'est pour un être humain. Enfin, je sais pas si c'est, voilà, maintenant, c'était juste une discussion. Mais il disait que c'était pas naturel pour un homme de courir tout le temps. Un homme, il est fait pour marcher. Alors, c'est intéressant, c'est la différence, le stress. Quel est le bon mot stress, entre guillemets, du corps et le mauvais stress? Je prendrais l'exemple d'un stress qui n'a aucun effet négatif finalement sur le corps, en dehors peut-être d'une petite émotion. Imaginons une pièce là, on est tous les quatre et arrive un prédateur, un vrai, un méchant, avec des griffes, avec des grosses dents et tout. On a peur, Mhm. on a un grand coup de stress, on tente de s'enfuir, on s'enfuit. Et bien aussi incroyable que ça puisse paraître, dans les 2 heures qui vont suivre, en dehors de l'histoire qu'on va raconter, si on s'en est bien sorti évidemment, Mhm. eh bien notre corps a complètement récupéré. Par contre, on est tous les quatre dans la même pièce, et cette sale bête, elle tourne autour, et elle est vraiment féroce, et on doit aller aux toilettes, on doit aller chercher à manger. Là, ce stress-là est un stress qui revient, tac, 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 un peu Tout comme la goutte d'eau avec les Ouais, Chinois, tout le temps, ouais. au sens de ce supplice chinois qu'on Mhm. appelle la goutte d'eau sur le front.
qui tombe. On a l'impression qu'elle ne fait pas de mal, cette goutte, mais elle détruit l'être humain, elle le tue au bout d'un certain nombre de fois où la goutte est tombée sur le... Donc ça, c'est le mauvais stress. Je crois que c'est ça qui résume bien le sujet. Est-ce que vous avez... C'était bien intéressant, hein. Bien, hein. Ouais, intéressant. Et on apprend des choses. Donc on va donner les coordonnées. Vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone, où on peut vous joindre, où est-ce qu'on peut justement avoir ces produits. Oui, donc je suis Julia Bizarre, B-I-Z-A-R-D. Je suis basée à Rueil-Malmaison. Et mon numéro de téléphone, c'est 06 62 30 96 68. Ah, j'entends déjà le téléphone sonner. Et Instagram. Instagram, donc le premier code. Beauty Room, en anglais. Oui, Biodévol. -8, 2-8, Julien. Et Merci. sinon, je suis aussi présent sur Facebook. Ah, voilà. Voilà. Merci à tous les deux. Bon, en tout cas, grand merci de nous Grand avoir donné la merci, parole de nous et avoir de donné votre la parole, ouverture d'esprit. C'est un vrai plaisir. Ah, on s'intéresse à tout, c'est ça, là, on a le point commun. oui, Au moins, c'est génial. On a au moins ce point commun. On aime beaucoup les. Voilà, on s'intéresse à tout. C'est génial. Bah, merci beaucoup à vous. Et là, on a appris ce que Merci. c'est que Découvrir. l'épigénétique. Comment vous avez dit L'épigénétique. L'épigénétique. La science par le corps. Alors, et on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas d'affaire un surhomme et d'une surfemme, vous avez bien entendu. Hein. Et c'est bien ça, c'est la science par le corps. Hein. C'est la meilleure expression de notre corps et qu'on peut reprendre le contrôle de 50% de ces gènes de nos corps. On n'est pas prédestiné, on peut se réverser quelque part, se entretenir mieux et finalement gagner à âge égal un meilleur fonctionnement de notre corps. Et donc il faut en prendre soin, vous prenez bien soin de vos voitures, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas vraiment soin de votre corps ? Voilà la question qu'il faut se poser. Belle interrogation. Merci à tous les deux. Merci Merci, beaucoup. monsieur. Allez, Au revoir. Au revoir. Allez, on continue. En face de moi, toujours au salon 100% local. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Serge Guéguen, écrivain, spécialiste du polar. On s'est déjà rencontrés, on a déjà discuté, on s'est découvert mutuellement. Comment ça va, vous, d'abord ? Ah, je vais bien, ouais, je suis très content, quoi. Il y a plein de monde aujourd'hui, moi surtout cet après-midi. Les gens échangent, achètent pas, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est un bon moment, surtout quand on voit la météo. Ça fait du bien de voir un peu de soleil ici. Et puis surtout, ça fait du bien d'avoir un écrivain à Sartrouville. Oui, oh, je ne dois pas être le seul quand même, je pense. Ouais, mais justement, mais on les connaît pas. Ah non, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne connaît pas les gens qui écrivent sur Sartrouville. Bon, je pense qu'il y en a d'autres. Moi, je suis content d'habiter Sartrouville et d'écrire ici. T'es un ancien de Sartrouville depuis de nombreuses années ? J'habite sur Sartrouville depuis 12 ans maintenant, 12-13 ans. Avant, j'étais dans les Yvelines, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai beaucoup écrit là-bas aussi, donc j'aime bien. Ça fait partie des moments intenses, les rencontres avec les gens, les dédicaces. C'est un moment très particulier où on essaye pas de vendre, mais de discuter avec les gens et de les convaincre que les livres que l'on fait sont plutôt des livres intéressants. Alors justement, quelle est la différence ? Parce que des écrivains du polar, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'écrivains de polar, il en sort vraiment des quantités industrielles tous les ans. Ma caractéristique, je vais dire, c'est d'abord d'être inspiré par des auteurs des années 70, genre Daninx, Delteil et quelques autres qui écrivaient du polar social. Moi, mes romans s'inscrivent dans la société. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est de parler des gens dans des romans policiers de type classique. Il n'y a pas forcément beaucoup de sang, c'est plutôt une enquête, des coupables. L'intrigue. Voilà, des intrigues. On essaye de balader le lecteur de façon à l'amener sur un terrain qu'il n'a pas prévu, quoi. Alors quelles sont tes inspirations ? C'est comment viennent tes idées ? Comment tu t'y prends, un petit bloc-notes ? Et dès que tu as une idée, hop, tu l'écris, tu te dis tiens, ça c'est une bonne idée, je vais le développer. Non, je pars d'une idée. Je pars toujours d'une idée. J'ai un ami qui est producteur de films qui me dit une idée, elle doit tenir dans une ligne. Donc il y a une ligne, le dernier que j'ai écrit, il parle de la Corse et quand il y a eu un préfet assassiné, je me suis dit peut-être que, c'était il y a quelques années, peut-être que j'écrirai un bouquin avec un sujet identique. Et là, en l'occurrence, c'est un ministre qui est assassiné. Et 20 ans après, un journaliste essaye de savoir si la vérité est celle que l'on veut bien nous vendre.
Donc ça, c'est l'idée de départ. Sur d'autres, je suis parti sur des chemins un peu différents, quoi, sur l'erreur judiciaire, sur le bouquin sur la Bretagne. Un autre, c'est comment peut-on se venger, etc. Je pars d'une idée, et cette idée, elle mûrit dans mon esprit, et elle avance petit à petit, lentement. Et quand je commence à écrire, je sais déjà pas comment elle va se terminer, mais je sais comment je vais avancer. Alors est-ce que on va dire au niveau pratique, est-ce que tu t'inspires, tu récupères des dossiers d'enquête par exemple qui ont vraiment eu lieu, ou est-ce que tu lis peut-être d'autres bouquins pour t'inspirer de détails par exemple? Parce que quand on fait un polar, il faut que ce soit réel. Faut pas que non plus l'histoire elle peut être inventée, mais dans les faits, il faut que ce soit crédible. Bien sûr. Là, par exemple, quand je parle de mon dernier bouquin sur la Corse, il y a un aspect, par exemple, que très peu de gens connaissent sur la Corse, qui est le fait qu'un certain nombre de truands qui ont gagné beaucoup d'argent, notamment en Afrique avec les lotos, voulaient faire de la Corse une île comme il y avait à Cuba avant 1955, avant l'arrivée de Fidel Castro, où c'était une île où il y avait les jeux, la prostitution, etc. Donc ça, c'est un fait réel qui est repris dans la littérature. Je veux dire, c'est acté. Et un certain nombre de choses comme ça que l'on prend. Je parle aussi toujours dans ce bouquin des truands corsico-marseillais pendant la guerre, etc. Donc c'est du vrai qui s'inscrit dans un roman. Et je pense qu'un roman, il doit donner des lieux précis. Les rues doivent exister. Et on doit pouvoir s'y retrouver. Pour les gens qui vont dans un endroit, quand ils lisent mes bouquins, ils disent « Ah, ça, cette rue-là, je la connais, elle est décrite comme ça. » Non, mais par exemple, un truc, bon, je prends un exemple. Dans ton livre, tu parles d'une autopsie, par exemple. Oui. Donc tu vas décrire une autopsie. Il faut que tu saches, toi, vraiment ce que c'est qu'une autopsie, comment... Alors, sur les autres, moi non, mais c'est un exemple que je te donne. Oui, je comprends bien. Alors, j'essaye d'être au plus précis. Donc, il y a de la documentation, il y a des choses. J'ai écrit un bouquin sur la pédocriminalité. Il m'a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu vérifier un tas de choses, notamment en Angleterre, il y a eu beaucoup de choses. Dans les pays de l'Est, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, donc il faut décortiquer. Il faut savoir, dans ce bouquin, je parle aussi du trafic d'armes. Donc le trafic d'armes, comment le trafic d'armes s'est implanté avec les Balkans, et on va voir avec l'Ukraine arriver aussi beaucoup d'armes en France. Ouais. Tout ça fait partie de l'histoire qui s'inscrit en France aujourd'hui. Donc tous mes romans sont dans la société. Et la société aujourd'hui, elle est violente. Elle est moins violente. Elle est moins cadrée qu'elle ne l'était. Je veux dire, avant, on parlait des truands qui avaient une certaine éthique. Aujourd'hui, même si c'était très surfait quand même, mais il n'y a plus d'éthique. Aujourd'hui, on tue un type pour 1 kilo de coke. Donc à partir de là, c'est dramatique, quoi. Donc c'est dans la société. Et quand je parle du trafic d'armes, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes qui sont arrivées, je disais des Balkans tout à l'heure. De Russie déjà, dès le mur de Berlin, quand il est tombé. Quand il est tombé, mais c'est les guerres qui amènent les D'ailleurs, armes. L'oligarchie russe a fait fortune là-dessus. Beaucoup de gens ont gagné de l'argent. Et là, ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer avec l'Ukraine, on va voir beaucoup d'armes. Déjà, c'est ce qui se passe déjà. Oui, ce qui se passe déjà, qui vont arriver. Après, par qui les emmène, ça, je me garderais bien de dire quoi que ce soit sur le sujet. Mais on sait que les armes aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a des milliers qui arrivent par an. Alors, est-ce que dans tes romans, en parallèle, tu mets une histoire d'amour, un truc tu vois, qui adoucit un petit peu c'est quand même un peu comme le sel et le sucre, tu vois. Bien sûr. Dans tous mes bouquins, il y a des relations hommes-femmes. Parce que je pense que ça fait partie de la société. Et qu'aujourd'hui, les relations amoureuses font partie de ce que l'on vit. Et puis on aime les belles histoires. Bien sûr. Bah oui. Il faut que les choses soient justes, si je puis dire. Et que les gens s'aiment, que ce soit un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, peu importe. C'est une relation amoureuse qui est importante. Et la relation amoureuse, elle s'inscrit dans l'écriture. Et à partir de là, il ne faut pas non plus tomber dans la vulgarité. L'amour peut être violent, mais il ne faut pas non plus être vulgaire. D'accord. Là, tu viens de sortir un roman, je crois. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure sur la Corse, où il y a un journaliste donc, qui enquête sur l'assassinat d'un ministre 20 ans avant. Ce type-là est inscrit, ce journaliste, il arrive d'Ukraine, où il a fait un reportage, etc. On lui demande d'aller faire un reportage en Corse parce que c'est l'anniversaire de l'accident de Foriani. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À Foriani, il y a une tribune qui s'est écroulée. Oui.
Donc Ouais. je raconte l'histoire de cette tribune qui s'est écroulée et des malversations qu'il y a eu avec. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le président du SC Bastia à l'époque, quelque temps après, il a été aussi assassiné. Donc ça rentre dans tout ce processus. Donc ça, c'est l'idée de départ. Et après, mon journaliste, il va enquêter, il va revoir des gens, essayer de trouver des réponses, quoi. Et est-ce qu'à la fin, les gens seront convaincus par la solution que je propose? Je ne sais pas. Alors, moi, je ne sais pas comment ça se passe, justement, tu vas nous renseigner un petit peu. Dans la musique, oui, c'est un petit peu mon domaine, donc je connais un peu. Mais un écrivain, est-ce que pour vivre de ses écrits, il doit être, comment on dit, c'est pas produit, on dit édité. Donc avoir un éditeur qui va subvenir aux besoins de l'artiste, parce que c'est un artiste, un écrivain. Comment ça se passe? Alors en France... Ou alors c'est comme aujourd'hui les musiciens, il n'y a plus de producteurs, ils sont tous devenus autoproducteurs. Donc est-ce que c'est pareil dans l'écriture? En fait, il y a beaucoup de gens qui éditent. Moi-même, j'édite des auteurs autres que moi. Effectivement, le problème, c'est pas d'écrire ni de produire. On peut toujours imprimer un bouquin, ça, c'est pas un souci. Le problème, c'est la diffusion. Pour être diffusé aujourd'hui, il faut avoir un gros réseau. Actuellement, un bon tirage est considéré à 3000 exemplaires. Bon, 3000 exemplaires, si vous prenez un bouquin à 10 €, pour l'auteur, c'est 1 € pour 10. C'est en gros 10%. Il gagne 10% sur un bouquin. S'il en vend 3000, bon, tant mieux, ça fait 3000 €. Mais c'est une fois. Pour en vivre, C'est ça pour dégager un SMIC, oui. il faut en vendre beaucoup. Alors Ouais. quand vous êtes un éditeur, un auteur connu, bon, vous en vendez... Genre Marc Lévy, Ouais, Lévy... il vend à chaque fois 1,5 million comme ça, c'est ça, hein? Ouais, les gens, ils sont à 500 ou 600 000 exemplaires. Gilles Le Gardinier, par exemple, qui habite dans le Val d'Oise, hein, que je connais un petit peu, il vend facilement entre 500 000 et 1 million. Alors c'est vrai que... À chaque sortie de bouquin? oui. Waouh. 500 000, même si vous gagnez qu'1 € sur chaque bouquin, ce qui n'est pas leur cas, parce Ouais, ce qui est pas leur cas, qu'ils négocient renégocient leur contrat, ouais. au-delà de Bien sûr. 10%, puis ils touchent un avaloir, etc. Ouais, ouais. Donc cela, en France, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être une... Ah, mais ils touchent surtout des avances. Oui, un Dans le avaloir. temps de- ouais, Ce qu'on de- appelle de un vivre, avaloir. ouais, Ça leur des permet d'écrire un bouquin. Musso, il en sort un tous les ans. Musso, c'est 500 000 exemplaires à chaque fois. Donc à partir de là, c'est des machines à produire, quoi. Donc il y a peut-être en France, je sais pas, 50 ou 100 auteurs qui arrivent à vivre de l'écriture. Tous les autres, eh ben, ils ont un métier à côté. Soit ils sont comme moi en Voilà, retraite. comme dans la musique. soit, Comme dans la musique, c'est pareil. c'est exactement la pareil. même Les 3 chose. quarts des musiciens, ils ont un boulot à côté parce que malheureusement, ils ne peuvent pas vivre Bien sûr. de leur passion. Puis après, les éditeurs ne sont pas les gros éditeurs, je parle. Hein. Ils ne sont pas des philanthropes, ils sont là pour gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé avec Amazon Non, je pense que c'est un faux problème, Amazon. Les machines comme Gallimard, elle produit toujours autant de bouquins et elle a plutôt tendance à produire des auteurs connus. Ils ne prennent pas beaucoup de risques. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les politiques. Là, je lisais récemment un politique, je ne sais plus lequel, j'ai oublié le nom, mais il a vendu 200 exemplaires ou 300 exemplaires. L'usine qui a produit ça, si je puis dire, c'est la grosse maison édition, elle a peut-être tiré à 3000 exemplaires. 3000 exemplaires, ils en ont vendu 200. Bon, voilà, ils ont fait un flop, mais ils ont fait un coup, quoi. Ouais. Parce que tous les politiques veulent écrire un bouquin. En fait, ce qui manque, c'est comme un peu tous les artistes, c'est la visibilité en fait. C'est ça. Les grosses émissions, les émissions c'est ça. littéraires. Vous savez, la rentrée littéraire en septembre, c'est 600 bouquins, entre 5 et 600 bouquins. Ça dépend des années. Après, quand on voit quelque part, nous avons aimé un bouquin, les gens qui écrivent ça, ils n'ont pas lu les 600 bouquins, c'est impossible. Ouais. Donc ils font une sélection qu'ils ont trouvée dans Lire, dans Télérama, dans la grande librairie. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de bouquins qui ont été présélectionnés. Présélectionnés parce qu'on les a vus déjà dans Télérama. Donc déjà pour atterrir dans Télérama, Voilà. bon, c'est soit... Bon, voilà. Soit on est connu, Ouais, soit soit- on est très bon. Soit, peu Ouais, importe. ou peut-être l'ami d'un ami. Voilà. Et donc les gens, notamment les libraires et autres, ils disent on a aimé cet ouvrage, mais ils ont aimé sur une vingtaine de bouquins, une trentaine de bouquins. Ils n'ont pas pu lire les 600. C'est pas possible. Humainement. Donc à partir de là, les dés sont pipés. Si vous passez pas à la grande librairie, si vous passez pas dans Télérama ou ailleurs, vous n'avez aucune chance. On ne découvre pas des talents. Les éditeurs, j'ai l'exemple d'une blogueuse qui avait écrit, qui avait, comment dirais-je, publié au fur et à mesure sur son blog des trucs. Elle a été éditée par un éditeur, ils ont fait un carton. Parce que c'était une blogueuse. Peu importe le contenu. C'est le parallèle avec la musique, c'est C'est exactement pareil, la même chose. même chose. Ah, donc vous avez des followers, donc vous nous intéressez quoi. Voilà, c'est ça.
Si on a un Parce million... qu'il y a déjà au niveau potentiel déjà. C'est ça. Alors après, que cet auteur écrive avec ses pieds ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais Franchement, si on se pose la question, moi si je suis un blogueur ou un influenceur ou ce qu'on veut, ou un artiste qui a 1 million de followers, ça ne veut pas dire non plus que les 1 million de followers vont venir me voir en concert. il y a une chance quand même s'il y a 50%. Ça fait 500 000. Ouais. C'est le volume, quoi. C'est ça qui est important. Non, en tout cas, ils prennent pas de risque, quoi. Ils prennent pas de risque. Ils veulent plus prendre de risque. Non, et puis en fait, si on prend les blogueurs, moi je vais vous raconter une histoire de blogueur. Une blogueuse un jour, à qui j'avais envoyé un bouquin, dit « Ah, je trouve que vos truands, ils sont un peu gentils. » Je dis « Ah bon parce que vous connaissez la prison ?» Je dis « Non, je ne connais pas la prison. » Je dis « Moi, je connais la prison. » Pas parce que j'y ai été incarcéré, mais j'ai donné des cours en prison pendant un certain temps, donc j'ai une petite idée de la population. Et la population, il n'y a pas que des gens illettrés ou des gens de banlieue incultes. Il y a aussi des gens qui ont une certaine culture, et pour certains, une certaine classe. Elle est en costard-cravate, toi, déjà. Bien sûr. Donc, je lui ai dit, vous ne connaissez pas ça? Elle me dit non, parce qu'elle avait une idée de la prison, que dans la prison, il n'y a que de la racaille, entre guillemets. Non, il y a de tout. Ouais. Donc vous avez des truands qui sont des impropres sur eux, si je puis dire, qui savent parler français, qui savent écrire, qui savent se comporter en société. Donc c'est particulier quoi, d'avoir ce regard. Et les blogueuses, en l'occurrence celle-là de blogueuse, ne connaissait rien à la détention. Alors que la détention, c'est un monde particulier. Dans un de mes bouquins, je dis le temps en prison n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en prison, on attend tout le temps. On attend pour le parloir, on a le temps pour la sortie, on attend tout le temps. Et il y a une ambiance particulière quand on ouvre les portes, par exemple. On ouvre une porte, il y a un bruit métallique d'ouverture des portes, ça fait... Après, ça se referme derrière vous, vous êtes dans un sas, ça ouvre une autre, etc. C'est vraiment un monde particulier. Et on dit même que ceux qui ont passé beaucoup de temps en prison, quand ils sortent, ils attendent qu'on ouvre la porte. Oui, tellement oui. ils ont perdu l'habitude d'ouvrir les portes. Voilà, il y a des choses, vous êtes en prison, vous êtes à la merci de tout. Des gens qui sont avec vous, des surveillants. Les surveillants, ils font un métier d'enfer quand même. Moi, d'être surveillant, je ne me vois pas faire surveillant parce que c'est des types remarquables quand même. Parce qu'il faut voir ce qu'ils subissent. Alors je ne dis pas qu'ils sont tous parfaits, hein, c'est comme dans la police. Mais ces types-là, il faut avoir du courage pour être surveillant aujourd'hui. Hein. Comme pour être policier. Hein. Alors on va quand même parler un petit peu de ce salon. Oui. C'est la première fois que tu fais le salon ou... Non. J'étais quasiment là il y a 7-8 ans. Après, j'ai dû faire le 2e ou le 3e. Ouais. Après, il y a eu le Covid. Puis après, ça a eu du mal à redémarrer. Et cette année, je reviens. Je suis très content d'être là parce que le public qui est là est toujours aussi charmant et agréable. Et pour toi, en ce qui concerne les ventes de livres, ça va, ça marche bien ou... Ouais, je suis content. Après, on fera, comme disaient certains, on comptera les bouses à la fin du marché, demain soir. Ah ouais. Non, je suis content. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Serge? Un prochain roman, t'as déjà une idée déjà? J'ai déjà une idée, oui. J'en ai un qui est dans les tuyaux. Pourquoi il n'y en a pas un qui se passe à Sartrouville? Non, ça serait bien. J'en ai un qui se passe dans le coin, qui est pas très loin, en fait, qui est pas très loin de l'avenue Carnot. Ouais. Non, il est écrit, il est sur le trafic d'organes. Je sais pas s'il sortira, il est dans les tuyaux. Il est déjà fini, j'ai plus qu'à le sortir. Voilà. Bah, écoute Serge, je te remercie beaucoup. Merci d'être venu au micro de Radio Axe. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir et une bonne vente pour ton bouquin aujourd'hui. Et demain aussi, dimanche. Ah oui, je te remercie aussi parce que là c'est vraiment Radio Axe, c'est vraiment très très sympa avec un environnement vraiment très très agréable et des gens qui sont charmants. Et merci de m'accueillir aussi. C'était un vrai plaisir. Merci à toi Serge. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Alors, toujours au salon local, chers amis, et là, attention, j'accueille Vanessa, meilleure apprentie brasseuse de France, et elle, en plus, elle est cerise sur le gâteau, elle est sartrouvilloise, et il y a Jean-Noël qui est revenu nous voir, puisque c'est lui qui me l'a présenté, en meilleure apprentie brasseuse. Je suis surpris, étonné, sartrouvilloise, comment ça va ? Bah ça va très bien. Ouais. Et vous? Ouais, ça va. Bah écoute, ça va très bien. Jean-Noël, bien. On est bien. Oui, très bien. Oui.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur une jeune brasseuse comment ça se passe, on boit de la bière tous les jours, comment Alors non, on brasse de la bière. Déjà, attends, la première question, comment ça se déguste une bière? Comment ça se déguste? Dans un verre déjà. Sans se tourner la tête. C'est-à-dire sans l'enivrement. Alors déjà on commence par regarder la bière, la visualiser, regarder la couleur, les reflets de la bière. Ouais. Ensuite on va la sentir en plongeant son nez dans le verre, pas dans la bière. Comme le vin. Comme le vin, exactement. Ouais. C'est pareil. Ouais. Et ensuite, donc on va voir vraiment les arômes qui vont sortir au niveau du nez. Et ensuite, on pourra la goûter. Et voir du coup, toutes les saveurs, comme un vin. Alors, concrètement, comment on se retrouve meilleure apprentie brasseuse de France? Comment ça se passe? Alors déjà, j'ai fait mon apprentissage du coup à la brasserie La Petite Sœur à Sartrouville. Ah, voilà. Jean-Noël, bravo. Ah, tu vois. Merci. Donc pendant 1 an, j'ai effectué mon apprentissage, c'est super bien passé et j'ai passé du coup le concours de meilleure apprentie de France, brasseuse de France. Alors pour moi, ça veut dire que c'est le meilleur brasseur de France. Non. Alors, c'est vraiment Vanessa qui avait des compétences et surtout une passion. Voilà. Nous, on n'a fait que l'accompagner. On est ravis de l'avoir accueillie parce qu'une femme brasseuse, il n'y en a pas beaucoup. Bah, tu vois, moi, je savais même pas que ça existait. Et ben voilà. Il suffit juste d'aller à Sartrouville, pas plus loin. Ouais, pas plus loin. En plus, bien chez nous, c'est bien. Alors, donc, comment ça s'est passé alors? Il y avait combien de concurrents Alors, je ne sais pas combien on était. Alors, j'ai passé plusieurs sélections. On a fait des entretiens avec des brasseurs de France, avec la SNBI, donc c'est le syndicat national des brasseurs indépendants. Et on a fait des concours avec des questions techniques. On a aussi exprimé notre créativité dans un CV vidéo. On a répondu à des questions. Par exemple, pour nous, qu'est-ce que c'est brasseur? Qu'est-ce qu'on préfère dans la brasserie au niveau de la passion? Et en fait, du coup, ça s'est très, très mal passé pour le coup le concours. Mais au final, j'ai été élue meilleure apprentie de France. Et on est 3 cette année à avoir été élue. Voilà. Et qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Tu veux en faire ton métier? Alors, pas forcément, on verra. Là, actuellement, du coup, j'ai fini mes études et je suis en école d'ingénieur en agroalimentaire. Ah oui, c'est pas rien, bravo. Ça promet. Oh, complètement. Hein? Ce n'est que le début. Et du coup, mon objectif, c'est de devenir enseignante dans l'agroalimentaire. Ouais. Et, donc je pense que tu vas y arriver. Donc faire ça un métier à mi-temps. Parce qu'à mon avis, tu lâches rien, toi. Hein? À mon avis, elle lâche rien. Hein? C'est ça, j'essaie. Ouais. En plus, elle a 20 ans et franchement, elle ne le fait pas du tout. Mais il ne faut pas se fier à l'image qu'elle renvoie. Elle est déterminée, elle a de la passion et puis elle va jusqu'au bout des choses et elle n'a peur de rien. Elle ose, elle essaye. Mais concrètement, comment ça se passe? On se présente librement pour ce genre de concours ou Alors, il faut juste être apprenti dans une brasserie, pas forcément au niveau de l'âge. Par exemple, il y a une autre femme qui a été élue meilleure apprentie de France et elle a peut-être 32 ans. Donc elle n'est pas forcément en école. Faut juste apprendre à devenir brasseur et se présenter du coup à la CNBI, du coup, le syndicat national des brasseurs indépendants. Alors ça s'est passé où? Alors nous en brasserie, c'est un peu compliqué, c'est pas par rapport aux pâtissiers où ils font vraiment un concours sur place. Une bière, c'est compliqué de faire ça au même endroit, surtout que ça dure plus de 2 mois la fabrication d'une bière. C'est pour ça qu'on a été plutôt dans un jury. Explique-moi, donc tu fabriques une bière? Exactement. Ah ouais. Voilà. Donc moi, mon projet de cette année, ça a été créé Parce que j'allais te dire, mais un pâtissier, lui, il fait son gâteau. Oui, voilà. Ah, je pensais que parce que à la différence avec comment on appelle ça, les dégustateurs de vin, eux, ils fabriquent pas leur vin. Non, c'est ça. Ah ouais, là, tu fabriques ta bière. Oui. Et donc mon projet, c'était de créer la bière de Croissy-sur-Seine, donc la paresseuse, donc une bière à la carotte, créée avec des habitants de A à Z. C'est vraiment un projet collaboratif où ils créent des habitants de A à Z d'une bière qui leur ressemble. Alors, voilà. Et cette bière maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est en vente ici, aujourd'hui par exemple, ou à la brasserie. La paresseuse. En vente et en dédicace. Vanessa, elle dédicace les bouteilles. Donc sur le Bon Coin, ça va valoir cher de demain. Ah ouais, c'est magnifique. C'est incroyable. Fabriquer une... Alors j'en reviens pas. Et surtout, voilà, c'est qu'elle a mené ce projet donc, avec des habitants pendant presque plus de 6 mois, où elle les a accompagnés et créé cette bière à l'image de l'histoire de leur ville. Donc c'est quand même pas simple, c'est-à-dire qu'à la fois la difficulté de créer une bière et à la fois de porter ce projet, d'accompagner les habitants, dans ce côté collaboratif. Elle a fait les deux, mon capitaine. Alors, je vais te poser une question que j'aurais pu poser à Jean-Noël. Moi, on m'a dit que la bière,
Bon, à l'époque, la bière, c'était vraiment un produit naturel à 100%. Et j'ai appris il y a quelques temps que c'était plus le cas. Qu'il y avait des additifs. Alors, je vois pas l'intérêt de changer un produit qui marche, quoi, parce que la bière, ça marche très bien, très très bien. C'est un produit qui est de grande consommation. Hein. Beaucoup de gens boivent de la bière. Même, je pense, même plus que peut-être que le vin. Oui, depuis un an, ouais, c'est passé devant. Ouais. Hein, c'est assez populaire. J'ai quelques amis qui ont des brasseries et c'est la bière qui marche vraiment beaucoup, même mieux que le coca, etc., que le soda. Hein. Exactement. Donc déjà moi personnellement, en tant que citoyen entre guillemets, je vois pas l'intérêt d'y mettre des additifs alors qu'on a un produit naturel qui n'en a pas besoin. Alors est-ce que vous pouvez me dire pourquoi aujourd'hui dans les bières il y a des produits qui ne sont pas naturels? On me pose des questions pièges, on me teste. Non, mais tu poses la question comme je peux la poser à Jean-Jacques. Alors, j'ai pas forcément la réponse, mais je pense au niveau plutôt de la conservation, parce qu'une bière, c'est long à produire. Par exemple, en processus artisanal... pour diminuer le coût de production. Voilà, par exemple, les bières industrielles, ils mettent 10 jours à produire une bière. Ils réduisent vraiment beaucoup de doses. Et donc, forcément, l'idée de mettre des additifs, ça joue sur la conservation. Donc, s'ils peuvent... mettre moins de matières premières, par exemple le houblon qui est le principal conservateur de la bière. Ah, je me rappelle, parce qu'à un moment il y a eu une mauvaise récolte et le houblon coûtait très cher. Le houblon coûte très cher. Donc, déjà à la base il coûte très cher, mais il a coûté beaucoup plus cher. Ça a coûté plus cher. Et puis aussi, ce que Vanessa pourrait préciser, c'est qu'elle a fait une bière à la carotte et donc dedans elle a mis de la carotte. Quand tu mets de la carotte, c'est pas 500 grammes. Hein. C'est combien, Vanessa, de kilos? On a mis 25? Non, plus, 40. Voilà, 40 kilos de carottes. Pour faire combien de bière? Pour faire à peu près 1000 litres de bière. Donc c'est quand même, à préparer, c'est quand même du travail. Alors que là, il suffit d'ouvrir une petite fiole. Tu n'auras pas le même résultat. Vraiment, quand tu utilises des matières premières nobles, comme la carotte, tu vas avoir un goût plus subtil, quelque chose de différent que si tu mets un additif, où là, tu vas avoir quelque chose d'assez uniforme, presque plat. Ouais. Hein, c'est un peu le principe des plats industriels et, et de la blanquette de veau faite maison. Quoi. Voilà. Et ça, c'est ça qui fait la différence. Voilà. Et puis, alors je me permets, mais sur les produits artisanaux, naturels, tu prends toujours un léger risque. Parce que voilà, c'est des produits vivants et entre une carotte et une carotte, visuellement ça se ressemble, mais parfois ça ne réagit pas de la même manière. Donc, tu prends un peu plus de risques. Alors toi, concrètement, est-ce que toi, là on parlait du coup du produit fini, on va dire, la bière, donc quand tu as fini de brasser, tu as une bière, et puis sur, comment on appelle ça, sur un brassin. Sur un brassin. Ouais. Voilà, donc tu vois, j'apprends des mots. Donc sur un brassin, et que ce brassin, il te revient plus cher que le brassin que tu as fait la veille, on va dire. Oui. Est-ce que tu répercutes automatiquement le coût sur la vente? Alors non, en fait, ce qu'on fait, c'est Est-ce que les prix fluctuent Non, on reste sur donc des prix... prix... Donc tu prends sur quoi, là? Voilà. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on est sur une relation à long terme. Comme le fait, un apprentissage, c'est un an, c'est du long terme. On fait sur du long terme, on fait en sorte que globalement ça s'équilibre, mais on ne fait pas de rééquilibrage au fur et à mesure selon les brassins. Il y a des bières plus coûteuses que d'autres. Une bière collaborative, c'est tout ce travail d'investissement, le projet que Vanessa a mené, ça prend du temps. Et bien ça, ce n'est pas répercuté sur le coût de la bière. Comme là j'ai appris par exemple, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des brasseries, que la bière la plus vendue au monde, moi je pensais que c'était genre Heineken, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Mais non, c'est Superbock. La bière portugaise. Ouais. C'est incroyable, non? Oui. Oui, parce que... Et on m'a dit qu'elle avait plus de saveur que... Elle est aussi plus sucrée, ouais. Ouais, elle a plus de goût que la Heineken qui est apparemment fade, d'après ce qu'on m'a dit. Beaucoup, sans saveur. Superbock, c'est assez sûr. Enfin bon, bref. Donc, oui. Mais maintenant, je vais conseiller aux gens, quand on parlera de bière, parce qu'on en parle souvent, quand je rencontre mes amis, je leur dirais d'aller voir la petite sœur. Ou la brasserie artisanale du coin, là où ils habitent. Ouais. Ça, c'est intéressant, l'artisanal. Mais est-ce que tu livres les brasseries ou pas? Tu peux livrer les brasseries ou pas? On livre le Père Tranquille, à Sartreville. Ah d'accord.
où tu peux déguster. Ça, voilà, tu vois, il y a des gens comme le Père Tranquille qui ont décidé de passer de travailler localement. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant à le noter parce que c'est une belle démarche, et de travailler localement. Et nous, à la brasserie Petite Sœur, on a la chance d'accueillir des apprentis, et parfois, voilà, on a des apprentis qui excellent. Ouais, et puis les apprentis, il faut s'occuper d'eux, et donc nos services d'eux quand même. Ah, bien entendu. c'est bien. Et tu accueilles, mais c'est transmettre aussi du savoir, transmettre le partage. bien sûr. On transmet. Après, ce qu'ils en font, ça ne regarde qu'eux. Et là, Vanessa, elle a su en faire ce qu'elle en a fait aujourd'hui. Franchement, Vanessa, bravo. Ah ouais, je suis étonné, épaté, et vraiment. Mais tu pourrais vraiment faire ton métier, Oui, je pourrais, complètement. non? Oui. Et ça te dit pas du tout? Non, pas forcément. J'aime bien découvrir beaucoup de choses, donc pour l'instant j'ai que 20 ans, donc Tu y reviendras peut-être. voilà, oui. exactement. Ouais. Je ferme pas du Ou tout ça la peut porte. être une passion en parallèle, Exactement. tu peux exercer ton métier, Voilà. et puis de temps en temps. Que ça reste une passion. En tout cas, bravo. Merci. J'étais heureux de t'accueillir, vraiment. Et s'il faut savoir, un petit mot au micro, Yael? Bien sûr, ok. Je voulais dire aussi à nos amis auditeurs que la brasserie La Petite Sœur, moi ce que j'aime beaucoup en Jean-Noël, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines, moi je ne savais pas, et il aide aussi les artistes à, voilà, parce que des lieux où on peut jouer, il n'y en a pas beaucoup, il y en a de moins en moins. Et bravo pour ce que tu fais, tu soutiens les artistes qui ont vraiment besoin d'être mis en lumière, qui ont besoin aussi de visibilité. Donc c'est pour ça que Radio Axe, on va se revoir avec La Petite Sœur pour peut-être mettre des projets en commun. Bravo, vraiment. Avec plaisir. Merci messieurs, dames, et bravo Merci. encore, et bonne route et bonne chance pour la suite, et bel avenir devant toi. Merci. Merci.